Eh bien, bonsoir à tous et à chacun. Alors, l'idée de la présentation de ce soir est de faire un point qui sera assez large, sans présente évidemment à l'exhaustivité, sur le célèbre trésor de Rennes, découvert au XVIIIe siècle et qui constitue encore, malgré des tribulations et des amputations, un élément significatif des collections du cabinet des médailles de la BNF. J'ai été en fait amené à faire un point sur ce magnifique vestige patrimonial de la Gaule romaine pour répondre aux besoins des éditions de la BNF qui souhaitaient produire un fascicule à la destination du public, en particulier des visiteurs du musée. Donc ce petit ouvrage que vous voyez là à l'écran, enfin vous voyez les couvertures, a été publié en septembre 2024. Alors, le premier élément à examiner, évidemment, la découverte et les circonstances qui sont en réalité fort bien documentées pour un trésor, pour un ensemble qui est antérieur au XXe siècle. Donc, le 26 mars 1774, donc dans les derniers temps du règne de Louis XV, des ouvriers travaillant dans une maison du centre historique de Rennes, maison qui appartenait aux chanoines de la cathédrale, découvrirent dans les substructions de cette maison un ensemble d'orfèvrerie, des objets, plus des monnaies d'or impériales, qui firent immédiatement l'objet d'un rapport au gouverneur de la province, puis un rapport à Paris, vu le caractère exceptionnel de cette trouvaille. Donc, le premier rapport que vous voyez là nous signale qu'il y a un plat en or, orné de 16 médailles, et en fait des oreilles, que l'élément central représente une bacchanale, ce qui n'est pas tout à fait vrai, on reviendra dessus, qu'il y a par ailleurs ce qu'ils appellent des médailles encadrées, en fait des médaillons monétaires avec leurs chaînes, 94 médailles des différents empereurs et impératrices de Néron à Aurélien, un crochet dont on ignore l'usage. C'est ce qui est dit sur ce premier rapport. En fait, le crochet en question, évidemment, dès que des spécialistes le verront à Paris, il s'agit d'une fibule, on la verra tout à l'heure, d'une fibule cruciforme du bas empire romain. Donc, cette découverte, après ce rapport manuscrit, a fait l'objet d'une publication dans la Gazette de France qui, à ce moment-là, était l'organe de presse officiel du gouvernement royal. Et vous voyez un extrait, le 26 du même mois, c'est donc le mois de mars, travaillant à la démolition d'une maison canoniale du chapitre de Rennes en Bretagne, trouvèrent sous l'escalier, à 6 ou 7 pieds de profondeur, auprès de quelques ossements, une patère décorée d'un entourage de 16 médailles impériales, cette patère, etc., etc. Donc, on a déjà finalement un compte-rendu à peine, vous voyez, c'est la Gazette de France du 8 avril, si je ne dis pas de bêtises. Donc, finalement, une douzaine de jours, même pas une quinzaine de jours après la découverte, c'est déjà publié par l'organe du gouvernement royal la mention de cette découverte assez précisément. C'est pour l'époque quelque chose de quand même tout à fait étonnant. Alors, l'une des données les plus remarquables liées à ce trésor, à ce dossier, va être la réaction rapide du cabinet des médailles. Alors, à ce moment-là, le titulaire théorique de la charge de garde du cabinet du roi n'est autre que le fameux et fort sympathique abbé Jean-Jacques Barthélemy, dont une salle à la BNF et maintenant dans le musée porte toujours le nom. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, l'abbé Barthélemy, qui a beaucoup de choses à faire scientifiquement par ailleurs, a en quelque sorte déjà délégué, il est toujours en titre le patron du cabinet des médailles, mais il a délégué une bonne partie des charges à son neveu, qui est l'abbé Barthélemy de Courset, et qui va d'ailleurs, dans l'occurrence, faire preuve d'une grande réactivité. Voilà. Et il va envoyer au chanoine syndic, c'est-à-dire en quelque sorte le secrétaire de l'assemblée canoniale de la cathédrale de Rennes, il va lui envoyer
une longue lettre circonstanciée avec des demandes très précises qui sont une véritable enquête archéologique. Et comment dire, les chanoines, avec les ouvriers, bien sûr, vont essayer de rassembler toutes les infos pour répondre à la demande du cabinet du roi. Et là, vous avez la réponse, avec la réponse qui était jointe à l'enquête, la lettre de réponse. Et vous voyez, on est le 22 avril. Donc, moins d'un mois après la découverte, non seulement ça a été transmis à Paris, des détails ont été publiés dans la presse, une enquête a été déposée avec plein de questions extrêmement précises auprès des chanoines, et ces chanoines ont répondu. Et là, on a la lettre d'accompagnement, tout ça en un peu plus de 3 semaines. C'est quelque chose quand même de tout à fait étonnant. Et on verra que les chanoines, ils vont réintervenir par ailleurs. On leur doit beaucoup dans cette affaire. Donc, vous voyez, le syndic explique à l'abbé Barthélemy de Courset, donc, monsieur, ma compagnie à laquelle j'ai fait part de votre lettre est on ne peut plus flatté que les monuments trouvés ici aient été, comme elle l'avouait espérer, dignes d'être présentés à Sa Majesté et d'occuper une place distinguée dans son cabinet de médailles et d'antiques. Donc vraiment, tout le monde à ce moment-là a conscience, enfin presque tout le monde, j'y reviendrai après, il y en a qui veulent absolument récupérer ces objets d'or et les détruire pour faire de l'argent. Et ce sont rien moins que les officiers de la monnaie, non pas de Rennes car elle est fermée, cette fin du règne de Louis, mais de la monnaie de Nantes, mais qui avait pris le relais. Voilà, en tout cas, on voit véritablement une réactivité et des gens sur place et aussi du cabinet des médailles. Alors, voilà un exemple de certaines. Vous avez 2 pages de ce fameux questionnaire. À gauche, colonne de gauche, écrite de façon plus appliquée, avec des lettres plus grandes, ce sont les questions de l'abbé de Courset. Et sur la partie droite, vous avez marqué, et ce sont les réponses du chanoine syndic. Mais vous voyez qu'il y a des réponses de 10, 15 lignes, et il y a parfois une ligne ou deux de réponses. Et dans ces cas-là, de 2 choses l'une. Soit il peut répondre directement à la question qui n'a aucune information sur ce sujet-là, soit il a une réponse tellement longue à donner qu'il l'a écrite sur une feuille à part. Voilà. Et voici par exemple quelques extraits. Vous voyez, je vous ai mis. Si on n'a jamais rien trouvé précédemment dans cette maison ou dans les environs. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres vestiges antiques de connaissance? Non, il n'est pas parvenu à notre connaissance qu'on n'ait rien trouvé précédemment dans cette maison ou aux environs. À quelle profondeur étaient les monuments en question? S'ils étaient placés sous l'escalier. Enfin, ainsi de suite. On a des réponses courtes, les questions qui ont des réponses courtes. J'en ai mis quelques-unes dans le fascicule, parce que celles qui ont des réponses longues, on pourrait effectivement y passer du temps. Voilà une, par exemple, article 4. S'il n'est tué dans quelques tombeaux sous quelques maçonneries. Et voilà la réponse très précise. Il n'était point dans un tombeau ni sous une maçonnerie, mais dans une terre jaunâtre provenant de décombrements et mêlée aux débris d'anciens édifices. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'à peu de distance de cet endroit, du côté du Midi, se terminait une aire ou un plafond, lequel s'étendait et se continuait sous les terres à plus de 30 pieds de long, à environ 30 de large, à 4 ou 5 pieds de profondeur. Il était composé d'une couche de ciment de chaux mêlé avec du gravier et gros sable recouvert de carreaux de terre cuite de différentes grandeurs. Il y en avait d'une forme particulière qui avouait les uns 18, les autres 15 pouces de longueur sur 10 de largeur, avec un rebord sur la longueur de chaque côté de 9 lignes de hauteur et 6 d'épaisseur. On en a trouvé des rangs après longs de ces derniers carreaux, placés sur une même ligne entre 2 rangs de carreaux unis, de manière que le rebord des uns était de niveau avec la surface des autres. Il en résultait des enfoncements ou cannelures à la partie supérieure de ce plafond de 9 lignes de profondeur et de 9 pouces de largeur. Donc vraiment, c'est d'une précision, comme beaucoup de comptes rendus archéologiques du 19e siècle, j'ai envie de dire, ne sont même pas. Donc voilà, tirons donc un vrai coup de chapeau aux chanoines de la cathédrale de Rennes. Maintenant,
après ces débuts un petit peu en fanfare, si j'ose dire, de cette découverte, il va falloir attendre une génération pour que l'ensemble soit publié en 1802 par Aubin Louis Mylin dans son magnifique volume Monuments antiques inédits ou nouvellement expliqués, un volume que je vous conseille d'aller consulter ou télécharger en ligne sur Gallica, parce que c'est vraiment un bouquin tout à fait remarquable. Et dans ce livre, qui montre des documents peu connus, ou comme celle-là, inédits ou découverts récemment, qui n'ont pas fait l'objet d'études scientifiques, il y a pas moins de 34 grandes pages, hein, c'est un in-folio, quasiment, 34 grandes pages consacrées au trésor de Rennes, et il nous fournit les premières illustrations du trésor. Voilà, vous avez à gauche une gravure, quand on la regarde de près, qui est absolument splendide, de la patère, et à droite, le reste des éléments hors ensemble monétaire proprement dit, hein. Vous avez, vous la voyez de profil, la fibule, vous avez la chaîne, et vous avez les 4 médaillons avec les oreilles posthumes montées qui passaient dans cette chaîne. Parce que la chaîne, en fait, servait à monter ces 4 bijoux monétaires en collier à mettre autour du cou du propriétaire. Alors, c'est d'autant plus intéressant de les voir que, malheureusement, le dépôt, le trésor va subir comment dire, des avanies durant son histoire. Alors, voilà quel était, non pas tout à fait l'état actuel, mais l'état récent du dépôt. Donc, la patère, la chaîne, mais j'y reviendrai, qui est plus courte en réalité que celle qu'on a vue dans l'illustration de départ, 3 des médaillons et la fibule. Voilà. Et voilà la patère vue de face, hein, qui est vraiment un objet comme on n'en connaît pas d'autre pour l'instant. On dit la patère, on peut dire la coupe, parce qu'en fait, la patère est assimilée à une coupe très évasée, servant à faire des libations rituelles, hein, classiquement dans un cadre de la religion antique. Et suivant les auteurs, quand vous regardez les ouvrages, un coup on vous parle de patère, un coup on vous parle de coupe, mais il s'agit évidemment de la même chose. Alors, ce qu'il y a vraiment de plus spécifique dans cette magnifique réalisation, c'est la conjonction des 3 éléments iconographiques. Vous avez au centre le médaillon central qu'on appelle emblème, embléma, et qui met en scène 2 personnages principaux qui sont Bacchus, Dionysos, on peut dire en termes purement latins Liber Pater, c'est le même personnage, et Hercule par ailleurs. Vous avez la frise autour de ce médaillon qui met en scène précisément ce qui s'est passé après la scène centrale, c'est-à-dire le triomphe de Bacchus sur Hercule, et qui élargit ainsi le contexte de la scène. Et vous avez enfin sur le pourtour les 16 oreilles aux effigies d'une partie des empereurs antonins, et c'est ça qui permet en quelque sorte de faire basculer la patère du domaine de la mythologie, qui est traitée par les scènes centrales, au domaine en quelque sorte de l'histoire, puisqu'on a un choix, et un choix qui n'a rien de, on va le voir, qui est extrêmement signifiant, un choix d'empereur. Donc, avant d'examiner l'iconographie, en particulier du médaillon de l'embléma central, il faut souligner l'importance idéologique de la présence conjointe des 2 dieux, Bacchus et Hercule, comme d'ailleurs l'ont très bien compris. Voilà, une vue cavalière de la patère qui vous permet de voir le niveau, enfin le degré d'inclinaison des bords, et qui en fait effectivement une coupe. Alors il faut savoir que
il y a eu des copies modernes en bronze, parfois en bronze doré de la dite patère, et que certains, même avec munis d'un pied en dessous, ont pu s'en servir comme compotier, hein, comme coupe à fruits. C'est du dernier chic, mais on comprend quand on la voit sous cet angle qu'effectivement, on puisse être tenté de l'utiliser de la sorte. Donc, pour revenir aux divinités qui sont au centre de cette patère, évidemment, la présence à la fois d'Hercule et de Bacchus n'a pas manqué de parler à certains savants dès le début du XIXe siècle, en particulier à des gens qui avaient une connaissance de la numismatique, puisque on sait que sous le règne de Septime Sévère, ces deux dieux sont associés précisément régulièrement sur la numismatique, hein, avec le titre, par exemple là, de Dieu favorable, Dieu protecteur, hein, ou Dieu favorable, dis auspicibus, sur un très beau médaillon de bronze du début du règne de Septime Sévère, puisque c'est 194-195. On dit, mais pourquoi cette association? Eh bien, cette association, elle tire sa raison d'être de l'origine de Septime Sévère. Car vous le savez, Septime Sévère est le premier empereur africain, nord-africain, pourrait-on dire. Septime Sévère est né au bord de la côte libyenne, à Leptis Magna. Or, à Leptis Magna, il y a deux divinités locales qui, en quelque sorte, sont les patrons de la ville. Il y a ce que les latins vont appeler Hercule, mais qui en fait est le dieu Milkastart Melkart, on l'appelle plus souvent Melkart, qui est un dieu libyco-punique, punique donc en lien avec Carthage, les Phéniciens qui sont venus s'installer et qui ont amené avec eux Melkart, et Milkastar, qui est le dieu proprement libyque. Et quant à Liberpater, ou si vous préférez Bacchus, il recouvre un autre dieu, Shadrapha, qui est également un dieu local, mais qui a été évidemment assimilé à une divinité plus ou moins équivalente du panthéon gréco-romain, comme on le faisait systématiquement à l'époque. Voilà. Et j'avais fait il y a 2 ans et quelques une conférence sur les jeux séculaires et j'avais signalé cette association déjà tout à fait étonnante d'Hercule et de Bacchus, là comme dieu protecteur de ces jeux séculaires-là. Ce qui n'a jamais été le cas avant, ce qui ne sera jamais plus le cas après. Évidemment, c'est un choix et c'est une innovation tout à fait étonnante, mais en même temps compréhensible, de Septime Sévère, d'avoir placé les jeux séculaires de 204 sous le patronage si j'ose dire, du binôme qu'il avait amené de sa patrie, Leptis Magna. Voilà. Alors, maintenant, venons-en à la scène centrale. Alors, cette scène centrale, ce n'est pas un élément très fréquemment, il est connu bien sûr, mais il n'est pas très fréquemment mis en scène dans l'iconographie antique. Il est quand même mentionné dans un certain nombre d'épigrammes. Je vous ai mis là une épigramme de l'anthologie des épigrammes grecs avec sa traduction. Donc, on nous parle d'Hercule qui a quelque part osé défier le dieu de l'ivresse dans un concours de beuverie, ce qui est quand même assez aventureux. Non. Et voilà ce qu'en dit l'épigramme. Ce vainqueur des monstres et des hommes, dont les mortels ont célébré les 12 travaux et la force indomptable, chargé aujourd'hui de vin, ne peut plus soutenir son corps qui chancelle. Il est vaincu par l'efféminé Bacchus. Donc, autrement dit, il y en a un, c'est la force brute, l'autre est plus gracieux, mais possède d'autres pouvoirs, et en plus, c'est un dieu. Donc, est le dieu de l'ivresse. Alors, essayer de le challenger sur son terrain, c'était quand même relativement gonflé. Voilà. Alors, la frise, elle n'est pas forcément visible à 100%. Là, vous avez 80% de la frise. Sur la frise qui entoure donc le médaillon, on a le développement de la même idée. Vous avez en haut, je vous ai mis la flèche rouge, Hercule qui titube. Il est là et il y a 2 bacchants, deux suivants et servants de Dionysos qui lui tiennent les bras. Il y en a même un qui a pris la massue
d'Hercule parce que l'autre n'est plus capable de la porter. Vous avez un peu plus loin derrière, vous avez Bacchus qui triomphe à la mode habituelle, c'est-à-dire qu'il est mollement alangui sur son char, avec un char tiré par des panthères, bien sûr, animal dionysiaque par essence. Et vous avez aussi, et ça c'est intéressant, sur la même frise toujours, Silène qui, comment dire, Silène qui est assis sur le dos d'un dromadaire. Et ça, c'est pas habituel du tout. Pourquoi? Parce que normalement, il est sur le dos d'un âne. Et là, évidemment, on a remplacé l'âne habituel par un clin d'œil à la faune africaine, la faune d'Afrique du Nord, d'où vient bien sûr Septime Sévère, ce qui montre bien à chaque fois vraiment qu'il y a une correspondance avec l'idéologie propre à la maison impériale. Alors je dis que c'est un thème littéraire, connu en mythologie, mais pas très fréquent, mais on a quand même, en dehors bien sûr de la patère, un très bel exemple en France, qui est cette mosaïque de Vienne en Isère, découverte au milieu du 19e siècle, et que moi je trouve personnellement superbe. Et on voit vraiment une idée de la même scène. En bas, là, je vous ai mis un agrandissement, la même chose, Hercule qui ne tient plus debout et qui est obligé de se cramponner au bras des bacchantes qui sont autour de lui. Et au-dessus, on a Dionysos et le reste du Thiaz qui sont là avec des tirses, etc. On est vraiment dans une scène de genre et on peut penser, je n'ai pas fait cette vérification, mais ça semble plausible, que cette mosaïque était placée dans la salle de réception, la salle de banquet de la villa en question où on faisait les libations précisément. Voilà. Alors, maintenant, venons-en, et c'est un aspect évidemment qui nous, numismates, nous intéresse tout particulièrement, aux 16 monnaies d'or entourant le médaillon et la frise. Alors, ces 16 monnaies constituent une sélection des empereurs et impératrices antonins, suivis de la famille. Septime Sévère et sa femme, Julia Domna, et ses deux fils, Caracalla et Geta. Et Aubin Milin a pris une excellente initiative. Une des pièces, quand on lit les rapports archéologiques de la découverte, une des pièces était probablement sortie de son logement. Mais lui, les 15 autres, il les a décellées systématiquement, ce qui a permis une double découverte. Ça a permis de découvrir, voilà, je vous ai mis les 16 oreilles réparties en 4 vues d'un seul tenant. Et ce qu'a fait Milin, c'est qu'il s'est rendu compte, après décèlement, qu'il y avait dans les creux, là vous avez un dessin avec les inscriptions, d'ailleurs au crayon, je crois sur ce plan-là, vous avez dans chaque alvéole, en latin abrégé, le nom de l'empereur qui doit venir là. Donc en fait, l'ordre, on ne les a pas mis au petit bonheur la chance. Le choix des monnaies et l'ordre dans lesquels ils étaient placés a été ordonné aux orfèvres. C'est donc déjà, c'est une découverte évidemment essentielle, on y reviendra. Et par ailleurs, la deuxième chose excellente qu'a fait Milin, c'est qu'il nous a fait une planche des 16 revers. Puisque maintenant que les monnaies sont remontées dans la patère, on ne va pas les désolidariser au risque d'abîmer la patère, mais on sait exactement quels étaient les revers. Et parmi ces revers, je vous en ai indiqué un d'une flèche rouge, c'est celui qui est le plus récent et qui permet donc de donner un terminus post-quem à la fabrication de la patère. Et c'est très important, on va le voir. Donc, je vous ai mis un tableau à côté et vous avez l'inscription telle qu'elle figure. Adri pour Adrien, Antoyoun pour Caracalla. Caracalla n'étant qu'un surnom, vous le savez, c'est un Antonin, bien sûr. Anton Haug, dans ce cas-là, c'est Marc Aurèle. Faux Haug, c'est Faustine, mais la jeune. Etc. Vous avez Faudi, c'est Faustine Diva, donc c'est la mère, c'est la femme d'Antonin. Et vous avez au final cet ensemble d'empereurs, d'impératrices Antonin et Sévère qui se succèdent. Et l'ordre de succession, on l'a compris en fait, c'est très simple. C'est qu'en réalité, la frise alterne, si on revient
on ne le verra pas de façon évidente, mais je vous remets. La frise alterne avec Adrien, que vous avez en haut, qui est le plus ancien des empereurs représentés, qui est à l'aplomb de l'embléma. La frise alterne des portraits d'empereurs barbus et des portraits sans barbe, qui sont soit les portraits des impératrices, soit les portraits des enfants, c'est-à-dire des jeunes princes impériaux qui ne sont pas encore en âge de porter la barbe ou ne la portent pas à ce moment-là. Voilà. Donc, en réalité, tout ça est esthétiquement, visuellement très cohérent et c'est vraiment très heureux, j'ai un peu trop vite, c'est très heureux que Milan ait pris cette initiative, même si bien sûr on pourrait de nos jours, on aurait pu faire la même opération, mais personne ne l'a fait puisqu'on bénéficie du travail réalisé dès les toutes premières années du XIXe siècle. Alors, si on regarde de plus près la liste des présents, on peut constater que si la famille Sévère, la famille des Sévères est là au complet, il y a 2 pièces pour Sévère lui-même, pour Septime, il y en a une pour l'impératrice, Julia Domna, il y en a 2 pour le fils aîné, Caracalla, et une pour le petit frère, Geta. Et tout ça, ça nous fait 6 oreilles. En revanche, pour les Antonins, on a fait une sélection. On n'a pas de Nerva, qui est l'empereur quand même de transition qui introduit la dynastie antonine, mais on n'a pas non plus, c'est beaucoup plus frappant, le grand Trajan. Parler des Antonins en ne mettant pas une seule image de Trajan, ça semble quand même curieux. De même Plotine, sa femme. En revanche, Adrien est là, et il fait en quelque sorte office d'ancêtre. Et je pense qu'il y a une raison pour ça, j'en dirai un mot tout à l'heure. Adrien est suivi d'Antonin, qu'il a lui-même pris comme César au moment où il était sur le déclin et il savait qu'il n'en avait plus longtemps, après la mort de Lucius Verus. Il y a Faustine mère, donc la femme d'Antonin. Il y a Marc Aurèle, il y a Faustine jeune, la femme de Marc Aurèle et fille d'Antonin et de Faustine mère. Et enfin, il y a Commode. Mais pas Lucie, sa sœur, ce qui est d'autant plus intriguant, on le verra plus tard pour d'autres raisons. Donc, en fait, une fois Adrien, 3 fois Antonin le Pieux, 2 fois la mère, la diva Faustina, bien sûr, une fois Marc Aurèle, une fois Faustine fille, donc son épouse, et leur fils Commode 2 fois. Nous reviendrons sur cette liste. Mais alors, ce qu'on peut constater, grâce à la monnaie indiquée d'une flèche rouge, c'est que cette pièce est la plus récente. Et elle n'a pas pu être frappée avant 208, et elle a très probablement été frappée en 208 d'ailleurs, car c'est l'année de prise du second consulat de Geta, et qui est la même année de prise du 3e consulat de Caracalla. C'est-à-dire que, Septime Sévère, qui savait fort bien, au fur et à mesure que les années passaient et qu'il grandissait, les tensions et j'ai envie de dire l'incompatibilité de caractère qu'il y avait entre ses 2 fils, a pris l'initiative en 208 de les nommer tous les 2 consuls éponymes, c'est-à-dire les vrais consuls, les premiers consuls, ceux qui donnent le nom de l'année, année du consulat de, etc. Et pour les obliger aussi à travailler ensemble, parce que les 2 consuls doivent se relayer, doivent remplir des obligations religieuses, politiques, voire militaires, en coordination étroite l'un avec l'autre. Donc là, les 2 frères n'avaient pas d'autre choix que de travailler ensemble. Bon. Et une découverte que j'ai faite, grâce à finalement l'apparition d'une monnaie qui n'était pas connue il y a quelques années, c'est que la première fois que les 2 garçons partageaient le consulat, c'est-à-dire quelques années avant, en 205, on a frappé des pièces d'or à cette occasion. Donc, on y voit Caracalla consul déjà pour la 2e fois et son petit frère consul pour la première fois, année 205. Et regardez ces revers, ils sont fascinants. Pourquoi? Parce qu'au revers de la monnaie de Caracalla, on a Hercule, et on a Hercule attablé avec une coupe. Autrement dit, Caracalla, il marche avec Hercule. Et il est assimilé comme Dieu protecteur Hercule et un Hercule buveur. Alors que le petit frère Geta, qu'a-t-il au revers de sa monnaie? Bacchus. Entouré, aussi assis, entouré du groupe habituel. C'est absolument extraordinaire. Parce qu'on se rend compte, avant la création de la patère,
avant même qu'il y ait une répartition dans le collège impérial. Bien sûr, Hercule et Bacchus sont les deux dieux venus de Libye avec le père, et il a distribué entre ses deux fils les dieux en question. Le grand costaud qui tape dur pour son fils aîné Caracalla, dont on connaît le caractère brutal et ombrageux, et le dieu raffiné qui patronne les arts. Je rappelle que Dionysos, c'est le patron du théâtre, de la tragédie, pour le jeune. Voilà. Et là, on le sait d'autant plus, cette répartition, qu'on a des pièces frappées juste après la mort de Septime Sévère en 211, et sur une pièce comme celle-ci, qui fait état de quelque chose qui ne va pas durer longtemps, oui, la Concordia, la bonne entente entre les deux garçons, la concorde des empereurs. Et vous voyez qu'ils se serrent la main, et que vous avez d'un côté, à droite, position hiérarchique, parce que c'est le plus vieux, il a un consulat de plus, vous avez Caracalla, qui est couronné par Hercule, et de l'autre côté, son petit frère est couronné, lui, par Bacchus. Donc, il n'y a aucun doute. Hercule, c'est Caracalla. Bacchus, c'est Geta. Et malheureusement, ce que cette scène met en avant ne durera que quelques mois, on le sait. Il y a eu un projet de séparation de l'Empire en deux, où Geta serait parti en Orient, abandonnant l'Occident à son frère, sachant que c'est logique théologiquement, puisque Hercule, c'est pas que l'Héraclès grec, Hercule a toute une mythologie en Occident et en Italie, il y a un Hercule romain, et à l'inverse, Dionysos est par essence le dieu qui fait ses victoires et qui règne en Orient. Donc, si les deux garçons s'étaient séparés, on aurait eu déjà une forme de partage de l'Empire entre l'aîné herculéen à l'ouest et le cadet dionysiaque à l'est. Mais la mère a refusé. Julia Domna, en bonne mère syrienne, ne voulait pas que ces deux... Elle voulait garder ses deux enfants près d'elle. Tous les textes le disent, c'est clair. Dion Cassius, Hérodien, ils affirment, elle ne voulait pas. Et le résultat, c'est que l'aîné a fini par faire assassiner le second. Et dans les bras de leur mère. Vous connaissez la scène, elle demande ensuite au prétorien qui est venu égorger Geta, elle lui demande de frappe-moi moi aussi, et l'autre qui lui répond mais non, Augusta. Te concernant, nous n'avons aucun ordre. Voilà. Donc, comment se sont terminées les choses? Mais ce qu'il faut savoir, et je vais y revenir encore, c'est que le père, Septime Sévère, avait parfaitement conscience de ce risque d'affrontement entre les deux fils. Et là, voilà, juste un point, la patère, on voit comment elle est liée de très près à la famille impériale, à tout point de vue, mais pour qui a-t-elle été fabriquée? Alors, certains, c'était le cas de Barthélemy, si je ne dis pas de bêtises, pensaient qu'elle avait été réalisée pour Septime lui-même, ce qui se défend tout à fait. Mais on ne comprend pas vraiment le sens, puisque, en fait, cette patère, quand on revient à l'image, au sens de la... Voilà, au sens de la scène, on peut garder celle-là d'ailleurs, c'est tout aussi bien. C'est une mise en garde à Hercule, autrement dit au fils aîné. Attention à ne pas se prendre pour plus puissant que tu n'es, ne brave pas ton frère, parce que quand Hercule l'a fait, aussi Hercule soit-il, ça s'est plutôt mal terminé pour lui. Donc c'est finalement sous prétexte mythologique. Mais comme ça s'est fait à d'autres moments de l'histoire, on utilise la mythologie pour faire passer un message politique, idéologique. C'est un avertissement aux garçons de bien s'entendre, mais en particulier à l'aîné. Et évidemment, si la patère a été fabriquée pour Septime Sévère, ce qui, à la base, à mon sens, idée de l'abbé Barthélemy, c'est vrai. Mais si elle a été faite pour lui, il ne se l'est pas gardée en la regardant tous les jours en disant « ce serait bien que les garçons s'entendent ». Et de nos jours, alors d'autres auteurs, et c'était le cas de Milan, pensaient que cette patère qui mettait tellement en avant ces deux dieux avait été donnée à un temple. Comme justement, à l'époque sévérienne, il y a eu un temple à Rome, Bacchus et Hercule réunis, il a dit on a peut-être fait la patère, c'est un cadeau de l'empereur, mais pour le service du culte. Oui,
pas impossible, au moins un temps, mais de nos jours, les chercheurs ont plutôt tendance à penser que cet objet exceptionnel a été fabriqué, oui, à la demande de Septime Sévère, mais pour qu'il fasse un cadeau somptueux à quelqu'un. Mais la question, c'est que on n'a jamais essayé de savoir qui. Et moi, c'est le seul élément un peu inédit, un peu personnel que j'apporte dans ce dossier. Je fais une hypothèse. Il se trouve que quand se termine l'année 208, évidemment, on change de consul. Et, comment dire, en 209, les deux consuls éponymes, ceux qui vont donner leur nom à l'année, vous avez Lucius Aurelius Commodus Pompeianus et Quintus Edius Lollianus Plaudius Avitus. On croirait déjà un nom du Bas-Empire, tellement il y a de cognomina. Eh bien, ce n'est pas un hasard. Le premier de ces deux personnages, qui donc hiérarchiquement est placé au-dessus de l'autre, puisque il y a celui qui inaugure le consulat en janvier, comme le premier consul du mois de janvier, même si les deux inaugurent, c'est évidemment, il a une tête de plus que l'autre, hiérarchiquement. Et c'est pour ça qu'en 208, comme en 205, c'était Caracalla qui était nommé en premier, et son frère en second. Eh bien, ce Lucius Aurelius Commodus Pompeianus, c'est pas n'importe qui, mais vraiment pas. Ça n'est ni plus ni moins que le petit-fils de Marc Aurèle. Parce qu'une chose que les spécialistes connaissent, mais que le grand public, même qui a vu des films ou des séries ou des informations sur les Antonins, n'aura pas saisi, c'est que la fille de Marc Aurèle, Lucie, était très jeune quand elle s'est mariée et elle était très jeune quand elle est devenue veuve. Hein, selon le mode classique, Marc Aurèle avait marié sa fille à son co-empereur, Lucius Verus, qui était 9 ans plus jeune que lui, Marc Aurèle, mais quand même 19 ans plus vieux que la toute jeune Lucie. Ils ont eu des enfants, que je n'ai pas indiqués là pour ne pas surcharger, mais elle s'est retrouvée veuve à 18 ans, Lucile, quand Lucius Verus est mort de maladie, hein, au moment de ce qu'on a appelé la peste antonine, mais qui est très probablement en fait une épidémie de variole. D'après ce qu'on peut en savoir maintenant, on est sûr à peu près que c'est en fait une grosse épidémie de variole qui a terriblement décimé l'armée de Marc Aurèle et de Lucius sur le Danube. Bref, Marc Aurèle se retrouve seul au pouvoir, ce qu'il n'avait pas prévu, et avec une fille veuve à 19 ans. Et immédiatement, il veut la remarier. Et il va la remarier à pas n'importe qui, puisque c'est un personnage qui n'est pas dans la famille impériale, et dont pourtant, vous le voyez, on a un portrait, un magnifique portrait, et qui figure d'ailleurs sur la colonne aurélienne. C'est Claudius Pompeianus père, qui est le meilleur général de Marc Aurèle. C'est étant l'homme le plus en vue de l'état-major et extrêmement respecté dans l'armée. Simplement, Faustine, qui est encore vivante, la mère de Lucie, la femme de Marc Aurèle, n'est pas très d'accord avec ce remariage, parce que et la gamine n'a pas forcément envie de replonger. Mais pourquoi ? La principale raison, c'est que ce personnage, Pompeianus, qui est un immense militaire, est fiable et dans lequel Marc Aurèle a une confiance aveugle, ça n'est pas un sénateur, ça n'est pas un noble à la base. D'extraction, il sort de l'ordre équestre. Mais Marc Aurèle va insister, le mariage va avoir lieu et ils vont avoir 2 garçons ensemble, un Claudius Pompeianus qui est en fait l'aîné et un Lucius Aurelius Commodus Pompeianus qui est le cadet, et c'est le cadet qui devient consul juste à la sortie de consulat de Caracalla et Geta. Et le voilà, vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut l'introduire sans difficulté dans la stème des Antonins et quelque part dans celle des Sévères. Pourquoi ? Parce que vous savez tous que pour justifier, plutôt pour légitimer sa prise de pouvoir et la fin de la guerre civile, Septime Sévère s'est artificiellement rattaché à la dynastie antonine.
C'est d'ailleurs pour ça que son fils s'appelle Antonin comme empereur. Il a décidé, en quelque sorte, qu'il était post-mortem le fils adoptif de Marc Aurèle, lui aussi, et que Commode, du coup, devenait son frère. Et c'est pour ça qu'on a des monnaies de Divus Commodus fait frapper par Septime, alors que, je vous rappelle, Commode a été assassiné, a été démembré, coupé en morceaux, mis au Tibre, tellement la fin de son règne était sanglante et le peuple de Rome le rejetait. Mais pour des raisons idéologiques, Septime Sévère a imposé un retour en grâce de Commode comme étant son frère, puisqu'ils avaient le même père. Et du coup, si Commode est le frère de Septime, eh bien, les fils de Septime sont les neveux de Commode. Mais par le sang, Lucius Pompeianus est aussi bel et bien le neveu de Commode. Donc, en fait, en début 209, Septime Sévère fait un choix très fort, puisque c'est lui qui décide des consuls, qui est une récompense dans le cursus, surtout à cette époque-là. C'est l'empereur qui choisit quel grand personnage de l'État, de la structure de l'État, va devenir consul à ce moment-là. Il faut déjà être âgé de 35, 36 ans, enfin plutôt 35 ans minimum. Et il choisit, comme par rapport après ses deux fils qui sont ses héritiers légitimes, il choisit l'héritier de la famille antonine auquel il s'est raccroché. Donc, ça me semble même étonnant qu'on n'ait pas plus gratté, en quelque sorte, dans cette direction. Et il y a deux éléments. Alors, on ne connaît pas la vie dans le détail de ce Lucius Aurelius Pompeianus, mais il y a quand même deux choses. D'abord, on a un élément épigraphique. Il a traîné dans la première légion Minervia pour faire une partie de sa carrière militaire, et en 197, donc à la fin de la guerre civile, il dédie un hôtel à Lyon pour le bien-être de Septime Sévère et des siens. Donc là où a eu lieu la prise de pouvoir définitive avec la mort d'Albinus, la bataille de Lyon, c'est là même que le fameux garçon est présent et dédie à la famille impériale une stèle. Bon, c'est déjà très significatif. Et puis, il y a surtout ce que dit l'histoire Auguste. Il explique que, comme d'autres personnes d'ailleurs, ce pauvre Pompeianus va être assassiné par Caracalla. Mais il y a un point très particulier, je vous ai mis le texte en dessous, la traduction du texte latin, c'est qu'il va faire assassiner Pompeianus, mais il va demander surtout de prendre garde qu'on pense que c'est une attaque de brigands. Autrement dit, Caracalla, qui fait tuer son frère quasiment en public, qui fait exécuter des cousins, toute personne qui le gêne, là, il fait aussi tuer Pompeianus. Mais il faut que le crime ne lui soit pas attribué. Et ça, pour moi, ça signifie deux choses, au moins une. C'est que le personnage était populaire et que Caracalla ne voulait pas qu'on lui attribue ce meurtre, parce qu'on peut penser que ce garçon, puisque les deux frères régnaient, co-régnaient déjà avant même l'assassinat de Geta, du temps de la fin de la vie de leur père, il a pu être très proche de Geta, le fameux Pompeianus, puisqu'il y avait une cour d'artistes et de gens autour d'eux. Voilà. Et, vous voyez, fut assassiné secrètement par ses ordres, de manière à faire croire qu'il avait été tué par des brigands. Alors que, habituellement, sincèrement, Caracalla ne prenait pas ce genre, quand on connaît l'histoire romaine, ce genre de gants. Donc, pour terminer là-dessus, je trouve plausible que ce garçon ait été en quelque sorte adoubé par Septime comme un quasi-membre de la famille, et que comme il entra en fonction juste à la fin de l'année 208, après ses deux fils, la patère qui a été forcément faite entre 208 et 211, puisqu'évidemment, dès Septime mort et ce qui a suivi, Caracalla fait très rapidement tuer son frère et il fait énoncer une damnatio memoriae, une abolitio nominis. Donc on efface toutes les inscriptions Iageta. On a cette fameuse peinture en tondo de la famille où le visage de Geta était gratté parce que l'image et le nom de Geta devaient disparaître de partout après que son frère l'ait assassiné. Donc la patère n'a pas pu être faite après. Sinon, il n'y aurait pas l'auréus de Geta. Donc la patère, elle est automatiquement entre
disons 208, et plutôt un peu avancé dans l'année 208, il faut le temps de fabriquer les monnaies quand même, et 211. Et pourquoi pas imaginer que c'est un don de Septime. Il a pu donner un objet pareil à plusieurs personnes, potentiellement. Mais ce que nous disent les sources, c'est qu'il y en avait un qui était quand même bien placé sur la liste, c'est le nouveau consul, qui doit faire des libations, etc., en tant que consul. Voilà. Donc, c'est juste une hypothèse que je propose. Elle sera peut-être un jour infirmée ou confirmée par les faits, ou rien du tout, parce qu'on a peu d'éléments. Mais en tout cas, je me devais de le faire. Voilà. Maintenant, passons au reste du trésor. Au reste du trésor, il y a la fibule. Alors, cette fibule qui a été prise pour un crochet par les découvreurs et qui a failli, elle aussi, connaître un mauvais sort et être détruite tout de suite parce qu'on ne lui trouvait rien du côté des, comment dire, des monétaires qui essayaient de s'emparer du trésor, on ne lui trouvait rien d'artistique. En fait, elle est tout à fait intéressante parce que sa forme est tout à fait typique. C'est ce qu'on appelle une fibule arbalète ou cruciforme, et c'est une forme qui se répand dans la deuxième moitié du IIIe siècle, particulièrement vers la fin du siècle, et qui va être la grande forme de fibule du IVe siècle chez les militaires. C'est typiquement ce genre d'objet le don que recevra un officier supérieur quand il accédera à un certain grade. Et on en a deux très beaux exemples. Je vous ai mis à droite la magnifique fibule du musée Carnavalet, qui porte en plus au bout et à deux endroits des petites têtes d'empereurs, et dont on pense qu'elle peut dater à cause du nombre des empereurs représentés et du style de l'époque valentinienne, donc les années 360-370. Et vous avez à gauche, ceux qui connaissent le Bas-Empire l'auront évidemment tout de suite reconnu, un extrait, un grossissement, un détail du diptyque de Monza en ivoire, où on voit évidemment le tuteur impérial, qui est le grand homme de l'époque après la mort de Théodose, Stylicon, qui porte sur son manteau de commandant en chef une fibule exactement de ce type, hein, et qui ressemble vraiment beaucoup, y compris l'ornementation, à celle du musée Carnavalet. Donc, ça nous indique un personnage plutôt militaire d'emblée, hein, indépendamment. Et là, on est quand même 60 ans après la patère. On est dans un autre contexte, mais c'est un soldat. Voilà la chaîne. La chaîne qui, en fait, j'y reviendrai, été un peu raccourcie lors du vol de 1831. Donc, chaîne qui était destinée à accueillir les médaillons monétaires. Et voilà les fameux médaillons. Alors, ces médaillons sont intéressants à double titre parce qu'ils datent, le quatrième qui a été perdu en 1831 était du même type. Ils datent tous les quatre du milieu du règne de Posthume. Les années 263-264, hein, on nous célèbre d'un côté l'éternité de Rome, de la Rome de l'empereur, et de l'autre côté, l'indulgence pieuse de Posthume Auguste, ce qui est généralement un type de revers qui correspond à des libéralités de l'empereur. C'est pour ça que vous avez un citoyen qui est agenouillé, là, qui est au pied de l'empereur, tout reconnaissant. Ça peut être des remises d'impôts, ça peut être des distributions de tous ordres. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu ces éléments-là, parce que pour les monnaies, ça va être vite fait, les monnaies, les oreilles normaux, il faut rentrer dans la partie douloureuse de l'histoire. C'est comme je vous l'ai dit, le trésor a failli être détruit dans les jours qui ont suivi sa découverte, et même dans les semaines et les mois, alors qu'il était déposé au cabinet du roi. Pourquoi ? Parce que les officiers de la monnaie de Nantes prétendirent qu'en fait, là où ça avait été trouvé, la maison canoniale, c'était le lieu qui jouxtait l'ancien atelier monétaire de Rennes. Ce qui n'est pas faux. Mais du coup, que cet ensemble d'or, c'est quelqu'un qui, en un temps ancien, avait voulu le rassembler pour le faire fondre et faire des monnaies royales. Donc, en quelque sorte, cette action avait été interrompue, on ne sait pas pourquoi, et il fallait donner à l'atelier. Et comme Sudrennes était fermé, on allait emmener tout le bazar à Nantes, le fondre dans une cuve et faire des monnaies sur lesquelles, évidemment,
les officiers de la monnaie auraient une rétribution, mais le roi aussi. Puisque quand on fond de l'or de particulier pour faire des écus, des doubles écus royaux, le roi touche évidemment un pourcentage sur cette refrappe, enfin sur cette frappe de métal refondu. Et c'est donc été tellement loin que malgré l'intervention du conservateur du cabinet des médailles, de l'abbé de la Croix, etc., le procureur du roi, ce qui est un comble, le procureur du roi disait mais il y a bien eu l'atelier monétaire, toute cette zone, la terre est rougie parce qu'elle a été chauffée, donc il y a eu des fours, donc effectivement, pourquoi pas mettre au four cet ensemble. Bon, et ça a failli se faire, mais heureusement, on a été sauvé par ce grand artiste de la fin du règne de Louis XV, et un peu plus largement d'ailleurs, qui est Jean-Baptiste Greuze, qui est intervenu en disant au roi Louis XV, mais cet objet, la patère, est tellement extraordinaire que pour moi, c'est un chef-d'œuvre digne de ce que pourraient faire les plus grands artisans, etc. Du coup, le roi était quand même ébranlé et il a donné tort à son procureur. Donc, c'est pour ça que la patère est toujours visible de nos jours. Vous imaginez. Alors, après cette forte suée, j'ai envie de dire, autour de la destruction de l'ensemble du trésor, il y a ce qui s'est passé en 1831. Parce qu'en 1831, d'abord, la quasi-totalité des pièces d'or, des 93, parce que c'est marqué 94, mais en fait, on n'a jamais, entre le moment où c'était découvert à Rennes et le moment où c'est arrivé au cabinet médaille, il n'y avait que 80 oreilles. Les 93 oreilles n'ont pas été détruits, mais allez, peut-être 88 ou 89. Ils ont été détruits comme la quasi-totalité des 1300, ou je ne sais plus, 1800 oreilles de l'Empire romain, de la collection royale lors du vol de 1831. Il y a aussi un morceau de la chaîne. Elle a été trouvée, mais raccourcie. Mais par contre, on a retrouvé la patère, qui était, comme aurait dit l'autre, en un sac en scène, comme dans la poésie de Villon, puisque, pour ceux qui s'intéressent, il y a des ouvrages qui ont été faits, des études, les voleurs de 1831 avaient un complice qui était un orfèvre, et quand l'orfèvre a commencé à fondre les monnaies, très rapidement le vol a été connu, et il lui restait de l'argenterie, de la quincaillerie, si j'ose dire, et la patère, et il a tout mis dans un sac, et avec son fils, la nuit, il a été mettre ça dans l'eau à une pile du Pont-Marie. Et c'est là qu'après l'enquête de Vidocq, qui on avait fait reprendre du service, on les a retrouvés. Donc on a retrouvé la patère et la fibule. Et les trois que vous voyez là, des médaillons de posthume, mais le quatrième avait été fondu, une partie de la chaîne avait été fondue, et bien sûr la quasi-totalité des pièces du trésor. La quasi-totalité, pas la totalité, et heureusement parce qu'on va voir celles qui ont été sauvées. Et puis là, tout récemment, en 2020, pendant les travaux de transformation, parce que restauration, c'est faible, les travaux de transformation du site Richelieu, dans une des réserves, alors les collections, d'une manière générale, ont été réparties en plusieurs endroits, les collections durant ces travaux, et malheureusement, dans une des réserves de la BNF, les 3 médaillons dont on a d'excellentes photos, vous pouvez voir là, ont à leur tour disparu. Voilà. Bon, ils réapparaîtront peut-être. Je touche du bois et je fais en penser une libation à Hercule et à Bacchus pour que ce soit le cas un jour. Voilà. Et donc, maintenant, parlons des oreilles du trésor, parce qu'il y a quand même ce trésor qui va de Néron post-réforme, comme généralement pour les trésors du IIIe siècle, jusqu'à Aurélien. Et vous voyez, on a une majorité. Alors, je n'ai pas fait une étude. Vous trouvez dans la revue numismatique, sous la plume de Pierre le Gentilhomme, une étude détaillée des oreilles. Car s'ils avaient été détruits en 1831, on avait une description tellement précise de ces oreilles dès les années qu'ont suivi l'intégration au cabinet des médailles en 1775 et tout, qu'on pouvait c'est comme si on les avait en main, en fait. Et le gentilhomme a donc fait le travail avec les ouvrages de classement et la chronologie moderne et a donc fait, dans une ERN des années 40,
1940, a donc fait ce travail de publier les oreilles du trésor de Rennes. Et on voit qu'il y a une majorité de pièces antonines, ce qui est normal, là aussi, pour ce cursus. Ensuite, il y a les sévères, très logiquement, et un volusien, et 2 posthumes, et 15 auréliens. Et 15 d'un coup, c'est vraiment beaucoup. Je vais y revenir, et c'est important pour la fin, pour comprendre la fin du travail. Mais il y a donc 2 oreilles de posthumes, 2 oreilles qui viennent s'ajouter aux 4 qui étaient montées en bijoux. Ça en fait 6 maintenant. Et quelles oreilles de posthumes! On les a encore. Posthumes et bénis des dieux gallo-romains. Voilà les 2 survivants, parmi les très rares survivants du trésor, les 2 oreilles de posthumes. Cette très belle pièce, Aeternitas Aug, qui est avec les 3 visages du soleil, matin, midi, soir, ou passé, présent, futur, vous pouvez le voir comme vous voulez. Et c'est repris de pièces sévériennes, précisément, où figure la famille impériale, le père et les 2 fils, ou la mère, le père et le fils aîné, sous cette forme triple comme ça. Mais c'est une création des monnayeurs, des monétaires de posthume. Et surtout, alors celle-là, pièce de 261, et surtout, évidemment, la merveille des merveilles, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, l'Herculi Trachio, qui fait partie de la série des travaux d'Hercule de 268, avec la jument de Thrace, la jument de Diomède, que ceinture Hercule avant qu'elle lui ait arraché un bras, puisque les juments étaient devenus cannibales, parce que Diomède leur avait fait manger de la chair humaine. Et ce portrait fabuleux de Posthume, pour le coup très Bacchus, enfin très Silène, qui est un portrait de type hellénistique, avec la vision dramatique d'un 3/4 avant où l'empereur lève légèrement les yeux, dans une posture où il est comme Hercule, il porte le poids du monde, si j'ose dire, et il va sauver l'Empire. Donc cette pièce fabuleuse, qui est dans tous les livres sur l'Empire gaulois, encore aujourd'hui, eh bien, elle a survécu à la destruction de 1831. Mais la conjonction des 4 pièces montées en bijoux, plus ces 2 raretés qui sont forcément des pièces de distribution, les 4 autres aussi, puisqu'elles étaient en plus 3 du même type, c'est typiquement des pièces qui ont été distribuées à la personne qui, en dernier, a possédé le trésor. Elle avait la patère en plus, ça on ne sait pas d'où ça lui vient, mais ce personnage avait reçu directement, durant l'Empire gaulois, ces pièces, celle-là, et voilà, et les 3 du bas là, qui précèdent. C'est pas possible autrement. Et déjà ça nous donne une indication. Et la fin du trésor est encore plus remarquable, parce que le trésor se termine par 15 pièces d'Aurélien, ce qui sur 94 ou 13 oreilles est quand même beaucoup. Et sur ces 15 pièces d'Aurélien, vous en avez 11, si je ne dis pas de bêtises, vous en avez 11 qui sont identiques à ce que vous voyez là, c'est-à-dire des grosses pièces pour l'époque, des doubles oreilles radiées, ce qu'on appelle des bignones, avec le type de l'empereur rentrant dans la ville, la Duentus, l'entrée solennelle, et elles ont été frappées à Milan. Et cette émission est très importante, on la connaît, mais pour que le personnage qui a eu le trésor et qui l'a abandonné à Rennes vers 275 ait eu à la fois des pièces rarissimes de Posthume et en même temps ces pièces en masse de la distribution impériale de 71, quand Aurélien arrive, s'impose finalement après la mort de Quinty dans l'ouest de l'Empire et en Italie, il faut que de 2 choses l'une, soit, et ça me semble le plus vraisemblable de très loin, le dernier possesseur du trésor est, un personnage qui a été important en Gaule durant le règne de Posthume et ses successeurs, et qui est passé avec armes et bagages après la reconquête de la Gaule, comme ont fait toutes les élites. Parce qu'en fait, la bataille du printemps 274 de Châlons est une fausse bataille. Les troupes voulaient garder leur indépendance et garder le pouvoir de l'armée, mais en réalité, nous disent les textes, Tétricus avait négocié secrètement avec Aurélien une reddition.
Et d'ailleurs, il sera le seul usurpateur à ne pas être exécuté et à connaître une retraite dorée en Italie. Et Aurélien a fait la politique de Jules César. C'est-à-dire, vous êtes rebellé contre l'Empire, c'était même pas contre moi-même, ça date de bien avant, je pardonne. Évidemment, s'il y a retour d'une deuxième révolte, là, je massacre. Hein, c'est la technique de César. Et Aurélien a donc généreusement pardonné aux troupes gauloises et aux cadres de l'Empire gaulois, d'autant plus que la Gaule avait subi beaucoup de problèmes et qu'il ne pouvait pas se permettre de saigner à blanc sa propre armée, quelque part. Donc, je pense que ces pièces sont venues avec Aurélien et ont été distribuées aux cadres de l'Empire en 274. Et c'est comme ça que notre personnage a recueilli ces pièces, qu'il a mis dans son pécule, si j'ose dire, à côté des magnifiques oreilles de l'Empire gaulois, le posthume qu'il avait eu précédemment. Bon. On ne peut pas en dire plus. La ville de Rennes subit en 274-75 des agressions graves. Il y a le trésor, puisqu'il y a plusieurs trésors à Rennes. Il y a le trésor de la préfecture, qui lui est un trésor d'Antoninien, sur lequel a retravaillé récemment Vincent Drost. Eh bien, ce trésor montre le même terminus. Il y a eu des destructions par incendie assez massives. Donc, comme plusieurs dizaines de chefs-lieux de cité de la Gaule romaine, Rennes a connu vers 275-76, etc., le début du règne de Probus, des tourments liés aux incursions très massives, si on ne veut pas employer le mot invasion, qui est un petit peu anachronique, mais aux incursions très massives de troupes germaniques qui ont ravagé un grand nombre de chefs-lieux de cité. Et c'est dans ce cadre que le trésor a été abandonné, donc enfoui peut-être sous un plancher qui est devenu ensuite, comme on racontait les chanoines tout à l'heure, il y a eu un empilement de sol au-dessus et ça a été trouvé des siècles après, accidentellement. Maintenant, puisqu'on ne peut pas en dire plus sur l'abandon du trésor de Rennes, j'ai voulu aller un peu plus loin parce que cet objet est tellement exceptionnel, la patère, qui est en plus l'essentiel de ce qui nous reste du trésor, vu la disparition de 90 oreilles, qu'il faut s'interroger si, à l'époque, au IIIe siècle, elle a été vraiment seule de son espèce. Alors, déjà, on peut dire non en partie, parce qu'on a l'exemple du trésor de Lava. Voilà le fameux plat du trésor de Lava qui a été... bon, il est tordu à gauche, on le redressera. Hein. Bon, ce plat qui porte un médaillon de Galien au centre, médaillon qui a été décellé par les gougnafiers qui ont... voilà, c'est passé en justice. Alors, ce n'est pas encore définitif, il y a eu appel, donc je ne porterai pas de jugement, n'est-ce pas, sur l'affaire qui est encore en appel. Mais bref, le plat qui, vous le voyez d'ailleurs sur le dessin qui est très bien fait, portait un crochet derrière, parce qu'en fait, ce plat était destiné à être posé sur un mur et qu'on considère très largement qu'il s'agit là aussi d'un cadeau impérial et très probablement d'un cadeau de l'empereur Galien lui-même ou d'un successeur de Galien. Mais on ne voit pas pourquoi Claude ou Aurélien, au début de son règne, aurait fait un cadeau avec la tête de Galien. Ils avaient des médaillons à leur effigie suffisamment pour pouvoir le faire. Donc non, c'est probablement un cadeau de Galien avec cette masse d'or et sa tête sur un médaillon au récipiendaire, à l'homme qui a constitué ce colossal trésor de là-bas et dont certains pensent que c'est un consul ou un ancien consul au moment de l'abandon du trésor. Voilà. Mais si cet objet-là est vraiment dans la comparaison possible, sachant qu'en plus, Lava se termine exactement dans les environs de... Enfin, presque à la même date que le trésor de Rennes. Donc, on est dans cette optique. Il y a quelque chose de beaucoup moins connu, oui, qui demande à être regardé de près, et je dois d'ailleurs la découverte de cet objet à notre excellente collègue Mathilde Avisso-Broustet, qui m'a signalé qu'elle avait toujours été turlupinée par le fait qu'était apparue à la Renaissance des patères, dont celle-là, qui est la seule bien connue, qui est une coupe qui est apparue, qui appartient à un certain Augustin
Augustin Kessenbrot, qui est un érudit mort en 1513, qui était ni plus ni moins que le secrétaire du roi Vladislav II de Hongrie. Et ce secrétaire du roi de Hongrie appartenait à une société savante pour laquelle il a fait réaliser cette coupe. Et c'est très intéressant. Elle est conservée au musée de Dresde actuellement. Et elle est quand même très intrigante quand on la compare à notre pater, pour deux raisons. D'abord, vous voyez qu'il y a une double rangée d'oreilles magnifiquement installées, qui vont, alors ils sont plus larges que pour la pater de Rennes, ça va de Brutus à Probus. Et ils sont sertis sur deux rangs. Et vous avez un médaillon central. Et ce médaillon central, donc gravé au début du XVIe siècle, est tout à fait remarquable parce que quand vous lisez l'inscription, c'est alors vous avez une espèce de poutis de petit ange qui est là posé sur une ciste avec des fruits, avec etc. Et vous avez une légende qui est Genio libero que patri, c'est-à-dire au génie, c'est un datif d'attribution, au génie du possesseur et à liber pater. On retrouve donc Bacchus. Alors on dira, mais dans une coupe, ben oui, forcément, c'est un peu l'idée. Et sur l'extérieur, alors, il est écrit par ailleurs, Augustin Dolumnux, c'est le même, c'est Augustin Kessenbrot, simplement là, on lui donne son lieu géographique d'origine pour lui-même et ses descendants estimés 1508. Ça nous donne la date de fabrication de la coupe. Et on a eu un long laïus tout autour de la coupe qui nous dit qu'en gros, cette coupe, elle a été faite pour que la troupe sacrée des fils d'Apollon, appelée ici Phébus, c'est-à-dire en fait les membres de cette société savante, et leur ordre consacré, apporte avec cette pater d'abondants cadeaux de Bacchus, que les non-initiés s'en tiennent toutefois éloignés. Donc, voilà, les savants en question, ces érudits renaissants, se placent sous le patronage d'Apollon, mais un Apollon qui est quand même indissociable de Bacchus, les concernant, puisqu'ils vont faire des libations. Bon, alors, cette coupe est formidable, mais il faut savoir qu'elle n'est pas la seule, parce qu'en fait, on a mention d'une seconde coupe d'or que le même Kessenbrot a donnée à la cathédrale de Wrocław, parce qu'il était chanoine de la cathédrale, en plus d'être secrétaire du roi. Et cette coupe-là, la deuxième, dont on n'a pas d'image, a disparu. On pense qu'elle a été détruite. En tout cas, on n'en a plus de mention. Et enfin, dans les années qui précèdent, et c'est là que ça devient intéressant, vers 1490, on sait qu'une coupe ornée avait été envoyée de France au roi de Hongrie. Et cette coupe, en fait, au moment où elle a été expédiée de France, était destinée à Mathias Corvin. Simplement, Mathias Corvin est mort entre-temps. Et elle a abouti finalement entre les mains de Vladislav II, son successeur. Ça fait beaucoup de coupes qui circulent avec des images de monnaie. Et on n'a pas de preuves formelles, mais il se pourrait bien qu'il y ait eu à un moment ou à un autre un exemple antique, c'est-à-dire une coupe en or ou pas, mais une coupe métallique antique avec des insertions de teinte impériale qui est servie, puisqu'évidemment, notre pater, qui serait d'un excellent exemple à suivre, n'a été trouvé que 200 ans plus tard. Donc, voilà, il y a des doutes. On en saura peut-être plus un jour. Les sources sont à la fois précises et en même temps un peu évanescentes sur certains points. Mais ce n'est pas la seule. Alors, c'est quelque chose de beaucoup plus connu et je sais qu'Inès la connaît bien. Alors, je vais terminer sur une autre coupe. C'est celle-ci. C'est la coupe qui est conservée actuellement au musée des Couvents et qui est une coupe en argent doré, ornée de deniers, ou plutôt, parce que d'après les photos que j'ai vues des monnaies, c'est des copies coulées de deniers républicains. Et cette coupe a été conçue à Nuremberg en 1515-1516 pour commémorer la prise de la ville de Vérone par l'empereur Maximilien. Lequel empereur Maximilien s'était allié pour faire ce, je n'ose pas dire mauvais coup, enfin pour prendre d'assaut Vérone, au roi de France Louis XII, à Ferdinand II d'Aragon et au pape Jules II.
puisque les papes à l'époque étaient des papes très militarisés, celui-là en particulier. Et l'objectif était de prendre la ville de Vérone, qui était sous la coupe, c'est le cas de le dire, de Venise, de la République de Venise, qui était le grand ennemi à abattre. Et sur cette coupe, vous le voyez, on a des pièces qui sont en plus, je pense, des copies en réalité insérées comme ça, et on a toute une frise qui représente des événements antiques, et vous voyez le Colisée, hein, qui est parfaitement reconnaissable sur le pourtour de cette coupe. Donc, voilà ce que je voulais, en résumé, vous présenter, sachant que l'orfèvrerie antique au sens large, là on a parlé d'or avant tout, en y intégrant l'argent, est une source d'études iconographiques et religieuses d'une grande importance et pour laquelle des découvertes continuent d'être faites. Voilà. Je vous remercie.